Je vous donne le contexte. On assiste à la seconde vague du mouvement féministe. Beaucoup de féministes gravitent autour des orgas de gauche, notamment marxistes, et parce que les organisations marxistes subordonnent la question de la condition des femmes à la lutte des classes, beaucoup de militantes vont prendre leur distance et autonomiser leur lutte. C'est là qu'émerge le MLF, le mouvement de libération des femmes. Un mouvement plutôt hétérogène qui va chercher à autonomiser la lutte féministe des autres luttes. Au sein de ce mouvement, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des courants marxistes, c'est pas les courants les plus connus, mais ils ont existé. Il y a aussi la fameuse tendance matérialiste qui se constitue autour de Christine Delphy. C'est une tendance qui revendique l'héritage théorique marxiste, mais qui cherche vraiment une forme d'indépendance théorique et pratique vis-à-vis de cet héritage. D'où l'appellation qui revendique pas directement Marx. C'est une période où le féminisme se déconnecte du mouvement ouvrier, et ça, on le ressent vraiment dans la pensée de Delphy, avec sa théorie du mode de production domestique. Le mode de production domestique, c'est pas autre chose qu'un mode de production qui concurrence la production capitaliste en mettant en jeu d'autres rapports de production, des rapports de production genrés. Et évidemment, Delphy sait qu'il y a une influence réciproque entre l'économie domestique et l'économie capitaliste, mais elle prend pas le temps de faire l'analyse de cette totalité, d'articuler tout ça. Mon avis perso, c'est qu'elle refuse de faire ça, car si elle s'engage sur ce terrain, elle sait qu'elle va retomber sur la théorie de la reproduction. Alors, la théorie de la reproduction, c'est quoi? C'est la théorie centrale du féminisme marxiste. C'est une théorie qui pense la division genrée du travail comme un outil du capitalisme, au service de la reproduction de la force de travail, donc de l'accumulation du capital. Si vous voulez approfondir ça, je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai fait sur le sujet en description. Bref, les féministes matérialistes revendiquent les outils d'analyse du marxisme, mais prennent aussi leur distance, aussi bien théoriquement que pratiquement. C'est dans ce contexte que Monique Wittig va penser le lesbianisme politique comme manière de lutter, en reprenant les bases théoriques posées par Delphy. Et en allant très vite sur la théorie de Delphy, ça dit quoi ? Que le cadre domestique est lui aussi traversé par des enjeux économiques et des positions dans l'ordre productif, comme pour le capitalisme. Dans la théorie de Delphy, les femmes occupent une place bien spécifique dans la production domestique. Elles fournissent un travail gratuitement pour les hommes. Delphy va jusqu'à parler d'exploitation domestique, même si c'est assez critiquable d'employer la notion d'exploitation quand il n'y a pas de production de valeur. Mais ça, on en reparlera à l'occasion un jour. J'aimerais bien faire une vidéo critique du travail de Delphy. Bref, cette place bien spécifique qu'occupent les femmes dans l'ordre productif domestique constitue une expérience commune qui fonde une classe, la classe des femmes. Avec l'approche marxiste, on observe la place occupée dans la production pour délimiter l'existence des classes sociales. Delphy, elle reprend cette méthode et l'applique à l'économie domestique. Alors Wittig dans tout ça, Monique Wittig, elle est surtout connue en tant que romancière, mais elle a aussi écrit des articles politiques. Le bouquin d'aujourd'hui, c'est un texte politique. Elle reprend donc la théorie de Delphy, et c'est ce qui l'amène à affirmer ce truc qui peut étonner. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Vu ce qu'on a dit juste avant, c'est assez logique. La classe des femmes de Delphy, elle se caractérise par un rapport social domestique homme-femme. Les lesbiennes ne sont pas confrontées à ce type de rapport social dans le cadre domestique. Elles subissent pas l'exploitation domestique et tout ce qui va avec. Elles ne sont pas des femmes au sens où Delphy l'entend. Alors ça peut surprendre, et si ça surprend, c'est parce que la lecture dominante qu'on a de la catégorie femme, c'est une lecture naturalisante. On définit les femmes par leur biologie, là où les théoriciennes dont je parle aujourd'hui adoptent une lecture plus dynamique, sociale, historique, en termes de rapport social. L'objectif de Wittig, il est avant tout pratique. Elle se demande quel corps social on peut mobiliser pour combattre le patriarcat. Pour elle, le rapport social lesbien est à l'avant-garde du combat contre le patriarcat. Voilà, j'en ai déjà trop dit, je vais juste finir en disant que ça pose quand même pas mal de soucis. En fait, on retombe sur les mêmes problèmes que pose la théorie de Christine Delphy. Que ce soit la classe des femmes ou que ce soit la catégorie lesbienne, on fait face à deux tentatives foireuses d'élaborer un sujet politique pour lutter. Alors pourquoi c'est foireux ? Parce que pour constituer ce sujet politique, Wittig comme Delphy font totalement abstraction de l'interpénétration des réalités qu'elles observent avec d'autres rapports sociaux. Je vais reformuler autrement, la classe des femmes de Delphy, c'est une catégorie sociale fondée sur une expérience commune, ok, mais ça fait complètement abstraction de l'appartenance de classe et de race. Dans la classe des femmes, il y a autant des femmes prolétaires que des femmes appartenant à la petite bourgeoisie. On est d'accord que ces deux catégories subissent le patriarcat, mais elles ne le subissent pas de la même manière. Et c'est là que tout se joue. Pareil pour la catégorie lesbienne, l'expérience commune que convoque Wittig fait trop abstraction du reste. Le sujet politique qu'elle tente de mobiliser, c'est une abstraction, et cette abstraction, elle découle d'une vision trop fragmentée du réel. Et si on en arrive là, c'est parce qu'elles veulent à tout prix autonomiser leur lutte vis-à-vis du mouvement ouvrier.
Et c'est compréhensible, vu le contexte, et la médiocrité des communistes sur la question féministe. Alors pour l'anecdote, Delphi et Wittig vont se fâcher justement autour de la question du lesbianisme politique. Delphi voit dans cette approche une attaque vis-à-vis des femmes hétérosexuelles, et Wittig, elle, voit dans le féminisme une dérive. Le féminisme est vu comme un hétéro-féminisme qui laisse pas de place aux lesbiennes. Le lesbianisme a pour elle rien à voir avec le féminisme. Cette anecdote, elle montre qu'au sein du courant matérialiste, il y a de la conflictualité, c'est pas un bloc homogène. Sans parler de l'application très variable des fondements matérialistes par les grandes figures de ce courant, Wittig a vraiment deux jambes. Il y a effectivement des analyses pseudo-matérialistes, mais on sent aussi l'influence de son époque. Elle réfléchit beaucoup sur le pouvoir du langage sur le réel, et ça c'est typique, j'ai l'impression, de cette période où le marxisme et le prolétariat perdent leur hégémonie. Bref, j'ai fait un tunnel de zinzin, je m'arrête là, on passe à la lecture. Comme il n'existe pas d'esclaves sans maître, il n'existe pas de femmes sans hommes. L'idéologie de la différence des sexes opère dans notre culture comme une censure, en ce qu'elle masque l'opposition qui existe sur le plan social entre les hommes et les femmes en lui donnant la nature pour cause. Masculin, féminin, mâle, femelle sont les catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d'un ordre économique, politique et idéologique. Car il n'y a pas de sexe. Il n'y a de sexe que ce qui est opprimé et ce qui opprime. C'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. L'inverse serait de dire que c'est le sexe qui crée l'oppression, ou de dire que la cause, l'origine de l'oppression, doit être trouvée dans le sexe lui-même. La lutte des classes est précisément ce qui permet de résoudre la contradiction entre deux classes opposées. La lutte des classes entre les femmes et les hommes, et qui devrait être entreprise par toutes les femmes, est ce qui résout les contradictions entre les sexes et les abolit. L'obligation de reproduction de l'espèce qui incombe aux femmes et le système d'exploitation sur lequel se fonde économiquement l'hétérosexualité. Cette appropriation du travail des femmes s'effectue exactement de la même manière que l'appropriation du travail de la classe ouvrière par la classe dominante. On ne peut pas dire que l'une des deux productions est naturelle et que l'autre est sociale. Cet argument n'est que la justification théorique et idéologique de l'oppression, un argument pour faire croire aux femmes qu'avant la société et que dans toutes les sociétés, elles sont soumises à cette obligation de la reproduction. La catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle dans laquelle les hommes s'approprient pour eux-mêmes la reproduction et la production des femmes, ainsi que leur personne physique au moyen d'un contrat qui s'appelle le contrat de mariage. Comparer ce contrat avec le contrat qui lie un travailleur à son employeur, le contrat qui lie une femme à un homme est en principe un contrat à vie, que seule la loi peut briser, le divorce. Il assigne à cette femme certaines obligations, y compris un travail non rémunéré. Son travail, le ménage, élever les enfants, ainsi que ses obligations, coït forcé, cohabitation jour et nuit, assignation à résidence, signifie que la femme, en tant que personne physique, appartient à son mari. Quand on analyse l'oppression des femmes avec des concepts matérialistes et féministes, on détruit ce faisant l'idée que les femmes sont un groupe naturel. Par sa seule existence, une société lesbienne détruit le fait artificiel, donc social, qui constitue les femmes en un groupe naturel. Une société lesbienne démontre pragmatiquement que la division à part des hommes dont les femmes ont été l'objet est politique et que nous avons été reconstruits idéologiquement en un groupe naturel. Ce qu'une analyse matérialiste accomplit par le raisonnement, une société lesbienne l'effectue en fait. Non seulement il n'y a pas de groupe naturel femme, nous lesbiennes en sommes une preuve vivante, physique. Cependant, la plupart des féministes et des lesbiennes féministes, ici et ailleurs, continuent de penser que la base de l'oppression des femmes est biologique autant qu'historique. Si nous admettons qu'il y a une division naturelle entre les femmes et les hommes, nous naturalisons l'histoire. Nous faisons comme si les hommes et les femmes avaient toujours existé et existeront pour toujours. Et non seulement nous naturalisons l'histoire, mais aussi par conséquent nous naturalisons les phénomènes sociaux qui manifestent notre oppression. Ce qui revient à rendre tout changement impossible. Au lieu de considérer par exemple que le fait de faire un enfant relève d'une production forcée, nous le regardons comme un processus naturel, biologique. Ce que montre une analyse féministe matérialiste, c'est que ce que nous prenons pour la cause ou pour l'origine de l'oppression n'est en fait que la marque que l'oppresseur impose sur les opprimés. Refuser d'être une femme ne veut pas dire que ce soit pour devenir un homme. Une lesbienne, donc, doit être quelque chose d'autre. Une non-femme, une non-homme. Un produit de la société et non pas un produit de la nature. Car il n'y a pas de nature en société. Refuser de devenir hétérosexuel, ou de le rester, a toujours voulu dire refuser, consciemment ou non, de vouloir devenir une femme ou un homme. L'ambiguïté du terme féministe résume toute la situation. Que veut dire féministe? Féministe est formé avec le mot femme et veut dire quelqu'un qui lutte pour les femmes. Pour beaucoup d'entre nous, cela veut dire quelqu'un qui lutte pour les femmes en tant que classe, pour la disparition de cette classe. Pour de nombreux autres,
Cela veut dire quelqu'un qui lutte pour la femme et pour sa défense, pour le mythe donc, et son renforcement. C'est à nous, historiquement donc, à définir en termes matérialistes ce que nous appelons l'oppression, à analyser les femmes en tant que classe, ce qui revient à dire que la catégorie femme, aussi bien que la catégorie homme, sont des catégories politiques et que par conséquent, elles ne sont pas éternelles. Notre combat vise à supprimer les hommes en tant que classe, au cours d'une lutte de classe politique et non un génocide. Une fois que la classe des hommes aura disparu, les femmes en tant que classe disparaîtront à leur tour, car il n'y a pas d'esclaves sans maître. Individualistes, petits bourgeois, subjectivistes, telles étaient les étiquettes attribuées à toute personne ayant fait preuve de problèmes qui ne pouvaient pas se réduire à être condensés dans ceux de la lutte des classes, proprement dite. Ce faisant, le marxisme, à cause du pouvoir politique et idéologique que cette science révolutionnaire a exercé immédiatement sur le mouvement ouvrier, et les autres groupes politiques, a empêché toutes les catégories d'opprimés de se constituer comme sujets, par exemple comme sujet de leur lutte. Pour les femmes, le marxisme a eu deux conséquences. Il les a empêchées de se penser et par conséquent de se constituer comme une classe pendant très longtemps, en faisant échapper au social la relation femme-homme, en faisant une relation naturelle. Détruire la femme, sauf à nous détruire physiquement, ne veut pas dire que nous visions à détruire le lesbianisme. Parce que le lesbianisme, pour le moment, nous fournit la seule forme sociale dans laquelle nous puissions vivre libres. De plus, lesbienne est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe. Parce que le sujet désigné n'est pas une femme. Ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement. Car en effet, ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. Nous sommes transfuges à notre classe. Que les lesbiennes le sachent ou non, leur situation, ici et maintenant, dans notre société, est philosophiquement, politiquement, au-delà des catégories de sexe. Pratiquement, elles sont des transfuges de leur propre classe, la classe des femmes, même si ce n'est que de façon partielle. Dans la mesure où la femme devient réalité pour un individu uniquement en relation avec un individu de la classe opposée, les hommes, et en particulier dans le mariage, les lesbiennes, parce qu'elles n'entrent pas dans cette catégorie, ne sont pas des femmes. En outre, ce n'est pas en tant que femmes que les lesbiennes sont opprimées, mais bien plutôt parce qu'elles ne sont pas des femmes. La dénomination femme disparaîtra sans aucun doute de la même manière que disparaîtra la dénomination homme, avec la fin de l'oppression et exploitation des femmes en tant que classe par les hommes en tant que classe. L'humanité doit se trouver un autre nom pour elle-même, et une autre grammaire qui en finirait avec les genres. Le lesbianisme est bien plus que l'homosexualité. Le concept homologue à celui d'hétérosexualité. Le lesbianisme est bien plus que la sexualité. Le lesbianisme ouvre sur une autre dimension de l'humain. Aujourd'hui, les lesbiennes découvrent cette dimension en dehors de ce qui est masculin et féminin. En tant que lesbiennes, nous sommes le produit d'une culture clandestine qui a toujours existé dans l'histoire. Aujourd'hui, la culture lesbienne est encore en partie clandestine, en partie ouverte. Marginale en tout cas et complètement méconnue de la culture. Pourtant, c'est une culture internationale avec sa propre littérature, sa propre peinture, sa musique, ses codes de langage, ses codes relationnels et sociaux, ses codes vestimentaires, sa propre manière de fonctionner. De la même manière que les lesbiennes ne sont pas limitées par les frontières nationales, elles sont issues de toutes les catégories sociales. Politiquement, le féminisme, en tant que phénomène théorique et pratique, inclut le lesbianisme tout en étant dépassé par lui. Sans le féminisme, le lesbianisme comme phénomène politique n'aurait pas existé. La culture lesbienne et la société lesbienne seraient restées aussi secrètes qu'elles l'ont toujours été. Sur le plan théorique, le lesbianisme et le féminisme articulent leurs positions de telle manière que l'un interroge toujours l'autre. Le féminisme rappelle au lesbianisme qu'il doit compter avec son inclusion dans la classe des femmes. Le lesbianisme alerte le féminisme sur sa tendance à traiter de simples catégories physiques comme des essences immuables et déterminantes. Le lesbianisme est historiquement la culture grâce à laquelle nous pouvons questionner politiquement la société hétérosexuelle. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.